à tous, bienvenue dans Qui relève de l'entrevue, le podcast où on va interviewer des personnes du monde du documentaire. Et aujourd'hui, on est avec Eileen. Salut. Salut. Et avec Alexandre qui va faire l'interview avec moi. Salut. Salut. Donc, Eileen, je vais faire une brève description de ce que tu as fait et qui tu es. Tu es donc une artiste, une productrice, une militante et une compatriote puisque tu es suisse, mais tu es aussi turque. Tu as un baccalauréat en art de l'Université de Lausanne, une maîtrise en réalisation documentaire du programme Doc Nomads et tu es actuellement en train de faire ton doctorat en cinéma à l'Université de Concordia. Tes 2 courts-métrages Spirits and Rocks, A Nazarian Myth et Depuis je vole ont les 2 fait leur première au festival de Locarno et ont été présentés à l'international dans plus de 60 festivals dont Sundance. Tu es également très active dans des associations qui lient le cinéma et la politique, notamment en 2021, tu étais coordinatrice du festival féministe autour du 14 juin, qui est donc la date de la grève féministe suisse pour les personnes qui ne le sauraient pas, et tu fais partie de l'organisme Cinéma Politica à Montréal. Tu fais encore plein d'autres choses, mais tu nous en parleras sûrement. En tout cas, pour reprendre une bonne vieille expression, mais que de cordes à ton arc. Merci. Donc, avant de commencer cette entrevue, on voulait faire un petit point actualité avec Alexandre parce que sur la scène médiatique, le devant médiatique, il y a eu beaucoup la question de la critique de cinéma ces derniers jours. Et notamment des violences sexuelles qui sont présentes dans le milieu de la critique, notamment en France. Oui, on a eu notamment le témoignage de Amandine Lac, qui était fin 2024, qui a fait un post sur les réseaux sociaux pour annoncer que ça faisait plusieurs années qu'elle enquêtait sur le milieu des violences sexistes et sexuelles et qu'elle annonçait qu'elle allait bientôt développer un podcast pour notamment donner le résultat de cette enquête. À la suite de ça, il y a eu le 16 janvier une commission d'enquête à l'Assemblée nationale où Amandine Lac et Noémie Luciani, la personne avec qui elle faisait l'enquête, qui ont été reçues et entendues par la commission d'enquête présidée par Sandrine Rousseau, où elles ont pu notamment raconter ce qui leur est arrivé et en tout cas la prégnance en fait, notamment des violences sexuelles dans le milieu de la critique. Donc nous on vous encourage évidemment à les suivre sur les réseaux sociaux, à lire les témoignages, à se renseigner. Exactement, notamment toutes les commissions d'enquête sont disponibles sur YouTube et sur le site de l'Assemblée nationale que vous pouvez aller voir. Parce que c'est très important de vous renseigner et son témoignage est notamment très important parce qu'il montre l'étendue en fait la structure, comment la structure économique de la revue, de la critique de cinéma en fait facilite en tout cas les violences faites aux femmes et la précarité des femmes dans le milieu. Et aussi il y a eu la Cinémathèque, qui est un article dans Politis qui est sorti sur les abus à la Cinémathèque, qui ont aussi passé devant cette commission d'enquête. Donc on vous encourage également à voir les témoignages de cette institution et à lire les articles du Monde, de Politis et de Libération sur le sujet, parce que c'est très important et c'est très révélateur, je pense, de ce qui se passe à la Cinémathèque et encore une fois de la prégnance des violences des VSS dans le milieu du cinéma. J'aurais pas mieux dit. Et pour commencer, se mettre un peu gentiment dedans, j'aime bien toujours commencer par une question peut-être un peu plus ludique ou créative, et je voulais proposer qu'on réfléchisse chacun à 3 mots pour essayer de décrire ton cinéma. Eileen. Oh, donc vous allez aussi le décrire pour On va moi aussi le décrire avec 3 mots. Et oui, on se prête au jeu comme toi. Alors, je dirais que j'espère qu'il est onirique, intuitif et puis libéré. C'est plutôt des objectifs que j'ai en fait. J'espère que ces objectifs vont être atteints ou l'ont été dans une certaine mesure. On pourra en discuter. En tout cas, ça me parle bien les 3 mots que tu as dit. Et toi, Alexandre, est-ce que tu as 3 mots ? Moi, j'aurais le temps. Temps, du coup. Archive aussi. Et c'est vrai que onirique, il y a quelque chose d'assez juste. Ouais. Moi, je me suis surtout attaché à des produits peut-être plus techniques, mais je trouve que c'est aussi des choses qui traversent des films. Moi, je vais y aller là avec 3 mots comme ça que je vais balancer. Moi, j'aurais dit mémoire, récit et silence. Mmh. Voilà, j'ai l'impression que ça parle aussi. Mmh.
Et ben maintenant que les gens ont totalement compris de quoi parlaient tes films, on va passer à la première question pour un peu se mettre en contexte. Donc tu as fait principalement du cinéma en Suisse. En tout cas, tes films ont été produits en Suisse ? Non, pas forcément. Pas forcément ? Okay. Non. Je crois que la Suisse est toujours mentionnée parce que j'ai autoproduit mes propres films. Ce qui n'était pas forcément un choix, en fait, plutôt une nécessité. Et puis, donc, la Suisse est toujours mentionnée comme pays de production. Et j'ai eu quelques fonds aussi de la part de certains organismes en Suisse. Mais non, sinon, je dirais que c'est un cinéma très transnational, comme on dit dans le milieu académique. Notamment parce que moi-même, je crois que de par mes origines et puis le fait que j'ai étudié et travaillé en Europe aussi, dans différents pays, a fait que je m'intéresse à diverses cultures et en dehors de la Suisse aussi. Ouais, trop bien. Et ça, je pense qu'on va en reparler quand on te posera un petit peu plus des questions un peu plus concrètes sur comment on fait les films. Et du coup, on se demandait quand même un peu, vu que maintenant tu es venu au Québec pour faire du cinéma, est-ce que tu remarques une différence entre la façon de faire du cinéma ou d'organiser le champ cinématographique, pour être plus précis, entre le Québec et la Suisse? Ou peut-être que c'est un peu tôt et que tu n'as pas encore eu le temps de le faire. Alors, je viens d'arriver il y a quelques mois pour commencer mon doctorat ici. Je dirais que l'une des raisons pour laquelle je suis là, c'est aussi que j'ai l'espoir quand même que le milieu cinématographique ici, ils sont un petit peu moins élitistes et moins bourgeois que le milieu suisse, et peut-être plus ouvert à la diversité et puis à des personnes qui viennent de milieux moins aisés financièrement, socialement, voilà. Mais je n'ai pas encore eu l'occasion vraiment de travailler dans l'industrie. Comme là, je me concentre sur mes études, donc j'ai une année de cours. Et en dehors de ça, je travaille aussi pour Cinéma Politica. C'est une fondation qui diffuse des films documentaires politiques, comme son nom l'indique. Voilà. Donc, je n'ai pas encore eu l'occasion de faire des films ici, mais c'est prévu. J'aimerais vraiment le faire. Peut-être qu'on pourra refaire une interview dans quelques années. Avec plaisir. Voilà. Est-ce que le volet production, on va dire, c'était important dans ton choix du Québec? Ça semblait depuis l'Europe comme un lieu où c'est plus facile de produire du cinéma? Je crois que la raison principale pour laquelle je fais ici, c'est politique, en fait. La production, c'est aussi politique. Tout est politique. Et je crois qu'en Suisse... j'ai ressenti une certaine frustration, en fait. J'avais l'impression qu'on ne me donnait pas les moyens, ou que je devrais toujours me battre, en fait, pour avoir accès à des moyens et des moyens financiers, mais des opportunités aussi qui étaient données beaucoup plus facilement à des personnes qui venaient de milieux plus privilégiés que le mien, en fait. Et donc, j'espère que... J'ai l'impression que le Québec et peut-être aussi le Canada, plus généralement, sont peut-être plus ouverts sur ces questions de diversité. Sans vouloir idéaliser la situation ici non plus, je suis très au fait de tous les problèmes du racisme et des questions indigènes. Et je sais très bien la situation n'est pas idéale non plus, mais... J'ai quand même l'impression, depuis que je suis arrivée ici, qu'on me rappelle moins au jour le jour que cette question d'appartenance, en fait. En Suisse, je crois que c'est vraiment constant, en fait. On me rappelait toujours que je n'appartenais pas à la Suisse ou au milieu du cinéma suisse, etc., etc. Il y a une sorte de... Voilà, j'ai ressenti ce rejet de manière plus forte, on va dire, et j'ai l'impression qu'ici, je le vis moins, au jour le jour, en tout cas. Maintenant, de manière politique et en ce qui concerne l'accès aussi aux opportunités, au fond, au Québec, je n'ai pas encore eu l'occasion d'en faire expérience. Je suis sûre que votre industrie ici, elle a aussi beaucoup de problèmes et d'améliorations à faire, donc voilà. C'est intéressant. Je me demandais aussi, parce que tu n'as pas forcément suivi
le parcours classique des cinéastes suisses, où j'ai l'impression que beaucoup passent par l'ECAL, fatalement, ou par c'est la aide à Genève. Et est-ce que tu penses que ça a, entre autres, aussi été une barrière? Parce que l'ECAL, ce sont 2 écoles quand même très élitistes aussi. Ah oui. Moi, je dirais que simplement que j'aurais pas eu les moyens d'étudier dans ces écoles-là. Donc, je suis arrivée dans le milieu du cinéma un peu par accident. J'ai obtenu une bourse qui couvrait mes 2 années de master. Donc, sans ce moyen financier, je ne crois pas que j'aurais eu l'opportunité de faire du cinéma en Suisse. Et je crois que ça, c'est un gros problème qu'on a encore en ce moment. Et ouais, de manière très ironique, au final, c'est l'Europe qui a payé pour mes études de master. Voilà, donc c'est vrai que moi, pendant mes années en Suisse, j'ai essayé de me battre au maximum pour rendre le cinéma plus accessible, mais on a encore beaucoup de travail à effectuer de ce côté-là. Ouais. Et dans le milieu de la culture en général, je crois qu'il y a c'est pas le milieu le plus accessible, je dirais. Non, on est pour ainsi dire encore au corps des Alpes et au coucou. Oui, peut-être. Et la Suisse a aussi un niveau de production aussi qui est plus bas que d'autres pays comme la France. Mais aussi, l'Europe il y a beaucoup de pays qui n'ont plus de niveau de production. Il reste la France, le Royaume-Uni, si on le considère dans l'Angleterre. Et puis les autres pays ont quand même un niveau de production beaucoup plus bas. Ce qui fait que, mécaniquement, on va dire, c'est les franges les plus privilégiées qui en profitent. Voilà. Et malheureusement, oui, c'est un milieu très, très compétitif au final parce qu'il y a peu de moyens, il y a peu de fonds. Et donc, moi, ce que j'ai pu observer, c'est que les gens, au lieu de se soutenir, ils ont une tendance à s'écraser les uns les autres. Et ça a été un peu une désillusion aussi parce que j'en attendais plus du milieu de l'art, je vais dire. Je pensais qu'il y aurait une ouverture d'esprit. Voilà. Ouais, je connais un peu ces désillusions et c'est vrai que vu le peu de fonds qui sont mis dans la culture, du coup, le peu de développement de la culture en Suisse, ça ne m'étonne pas tellement. Oui, et puis ils ont comme cet esprit très capitaliste, on va dire que la culture, c'est secondaire. C'est d'abord l'économie, puis après la culture quand même. Tu avais presque un accent vaudois en disant ça. Le seul pays qui se targue à rembourser sa dette, faut le rappeler. Ouais, mais j'avais une question. Est-ce qu'il y a un rapport entre ça et le documentaire? Comment c'est venu? Pourquoi pas la fiction, quitte à faire du cinéma? Ou est-ce que c'était... Déjà, est-ce que tu définirais faire du documentaire? Aussi, très bonne question. Voilà. Alors oui, moi je rejoins assez... je crois que c'est la tendance en ce moment dans mon milieu à définir de moins en moins ce qu'on fait. Parce qu'on remarque aussi que les frontières sont très poreuses entre la fiction et le documentaire. Je dirais qu'il y a toujours de grosses différences au niveau de la production et des moyens employés. Et peut-être que c'est aussi la raison pour laquelle je reste dans ce milieu au final du documentaire, c'est qu'il y a moins de moyens, il y a moins d'argent, mais il y a aussi moins de chichi, je dirais, au final. Je sais pas, je le trouve un peu plus humain, en fait, parce que évidemment, du moment qu'il y a de l'argent, il y a des grosses sommes qui sont impliquées, il y a des productions là derrière. Et donc, du moment qu'il y a de grosses productions, on perd déjà, en tant qu'artiste, je dirais, une certaine liberté. Et puis, il y a beaucoup d'exploitation aussi, parce que même ces grosses sommes, elles ne permettent pas de couvrir toutes les dépenses nécessaires pour faire un film. Donc, voilà, je trouve un peu plus humain et puis peut-être plus en accord avec... mes valeurs éthiques, ce milieu documentaire. Donc oui, je dirais qu'il y a des différences, mais au niveau de la forme et au niveau de l'approche, au niveau artistique, ça, c'est de plus en plus, pour eux, je dirais, c'est de plus en plus... Ouais. Il y a beaucoup de festivals, par exemple, qui font même plus la distinction. D'ailleurs, je crois que Locarno, c'est un festival qui mentionne même pas en fait le genre du film, et je trouve ça intéressant. Oui, si tu regardes les catégories, genre la catégorie Parli di Domani, elle veut un peu tout rien dire, quoi. Je suis d'accord. Mais c'est vrai que j'avais écouté
une entrevue d'un penseur cette semaine qui disait qu'effectivement, on regardait que dans le cinéma d'auteuristes, on retrouve plus de femmes parce que c'est un milieu qui a été désinvesti en fait par les grands capitaux et du coup moins de contrôle. Donc on peut récupérer. Et c'est peut-être pas forcément une mauvaise chose si ça nous laisse un petit peu plus de liberté. Exactement. Ouais, mais c'est ça que je voulais dire aussi, pour revenir à ta question en fait, initiale. En fait, je suis arrivée dans le milieu du documentaire parce que j'ai reçu cette bourse pour étudier dans le programme Doc Nomads. Il n'y avait pas énormément d'opportunités comme celle-ci il y a quelques années. Et donc, j'ai commencé à faire du documentaire parce que j'ai reçu cette bourse et parce que j'ai été prise dans ce programme. Je n'avais pas un intérêt très développé pour le documentaire à l'époque. Je ne savais pas tellement non plus ce que c'était. Je ne savais pas à quel point c'était un genre riche aussi et fascinant. Et j'ai appris à l'aimer aussi. Donc voilà, mais j'y reste parce que je crois que c'est pour des valeurs, à cause de mes valeurs éthiques et politiques aussi, parce que j'aimerais bien faire de la fiction, évidemment, mais je ne sais pas si je suis prête à faire les compromis nécessaires. Ça me paraît une très bonne raison et des très bonnes questions à se poser, oui. Et tu as commencé un doctorat ici, après c'est marrant de dire que tu as commencé le cinéma par des études et que là tu continues par le doctorat. Surtout que j'ai l'impression aujourd'hui, surtout au Québec, avec les programmes de recherche-création, ce qu'on appelle la recherche-création, c'est-à-dire que c'est des programmes universitaires où la recherche est axée, en tout cas est articulée à un projet de création, et où notamment au cinéma, où le fait de faire un film fait partie d'un projet donc sur 5 ans, dans le cadre d'un doctorat. Et en fait, on voit aujourd'hui que il y a beaucoup de documentaristes qui font un doctorat pour faire du cinéma, et parce que c'est aussi un endroit où il y a de l'argent aussi, l'université ici au Québec, où on peut recevoir des fonds, on peut avoir un job à l'université qui va permettre de financer les films, etc. Est-ce que toi, c'est lié à ça? Est-ce que le choix du doctorat, c'est aussi un choix économique pour financer ton film? Très bonne question. Pourquoi un doctorat? Je me pose la question encore maintenant, par moment. Comme 100% des doctorants en recherche-création. Exactement. Parce que c'est un milieu aussi qui n'est pas forcément accessible. Ce n'est pas le milieu le plus facile non plus. Donc, je trouve qu'il reflète pas mal aussi certains des problèmes, des difficultés que j'ai rencontrées dans le milieu du cinéma. Mais il y a toujours cette envie aussi de le faire quand même et de venir secouer un petit peu tout ça de mon côté. Donc, je ne sais pas. Est-ce que je le fais par dépit aussi parce que ou une sorte de rancune? Parce que moi, on m'a toujours dit que je ne pouvais pas faire, en fait, ce que je voulais faire. Donc, je crois que j'ai pris l'habitude depuis un très jeune âge de devoir enfoncer les portes, en fait. Et donc, en Suisse, moi, je voulais le faire en Suisse, le doctorat, et puis je me suis retrouvée de nouveau confrontée aux mêmes problèmes que j'ai vécu dans le milieu du cinéma, en fait. L'élitisme et le copinage, et je ne fais pas partie du bon milieu, j'ai pas eu les bonnes connexions et tout ça. Et puis, c'est aussi un peu ma faute, c'est parce que je crois que je rejette un petit peu aussi ce milieu et ces gens-là. Je crois que je les challenge un peu trop. Et puis, ça ne plaît pas toujours. Mais donc, voilà. Donc, j'ai commencé, en fait, par frustration parce qu'on ne me laissait pas vraiment le faire là-bas, mon doctorat. Et puis, de nouveau, il n'y a pas les mêmes financements. Ce n'est pas vraiment soutenu. Et donc, des personnes comme moi qui n'en ont pas les moyens, je ne sais pas comment elles font en Suisse pour faire un doctorat. Je pense qu'elles ont je pense pas qu'il y en a, en fait. Non, elles font pas. Donc, elles viennent ici, comme moi, malheureusement. Non, je serais très curieuse, en fait, s'il y a des personnes qui viennent de milieux non privilégiés. Peut-être tout ce qui est recherche scientifique où il y a des fonds un peu plus conséquents. Mais pour ce qui est de l'art, je serais très étonnée, en fait, qu'il y ait des personnes comme moi qui... En tout cas, pour moi, c'était vraiment pas accessible. On me l'a fait comprendre assez clairement. Et donc, c'est pas forcément... oui, il y a un côté économique aussi. C'est qu'en Suisse, on m'avait aussi fait comprendre clairement que si je voulais le faire, je devrais continuer à travailler et avoir mes propres financements. Et c'est juste impossible. C'est pas possible parce que j'étais déjà presque en burn-out à force de devoir multiplier les activités pour
juste survivre d'un jour à l'autre. Donc voilà, c'est pas de nouveau le doctorat en Suisse pour ce qui concerne les arts, c'est pas très accessible. Et puis ça, comme j'ai dit, moi j'aime pas quand on me dit non. Et j'avais une amie justement qui fait son doctorat en Amérique et c'est elle qui m'a dit mais regarde ailleurs et j'ai postulé ici en fait après. Heureusement en fait j'ai eu beaucoup de chance, je suis venue ici pour le festival RIDM, les rencontres documentaires de Montréal. Et ils ont été adorables, j'ai adoré. J'ai juste passé une semaine au sein du festival comme ça, mais c'était incroyable. Et j'ai rencontré une amie ici qui m'a parlé de l'école. Je connaissais même pas l'école, j'étais pas tellement en connexion en fait avec l'industrie ici. Puis voilà, donc j'ai postulé, puis je suis un peu arrivée sur le tas comme ça. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'aussi, en fait, il me semble, mais tu peux me corriger, mais que la recherche-création, ça n'existe pas en Suisse. En tout cas, moi, j'en avais pas entendu parler. Et c'est aussi pour ça que je suis venue ici et que je fais ma maîtrise ici. C'est que c'était pas possible de faire concilier recherche universitaire avec le fait d'essayer une création à côté. Et j'aimais beaucoup l'idée de concilier les deux. Et du coup, je voulais te demander, quels sont tes sujets? Ça fait très longtemps que ça existe ici. En plus. C'est pas un truc d'il y a 2 ans. Hein. Ça fait très longtemps, mais c'est encore quelque chose qui se construit. Parce que, par exemple, moi, je le fais en littérature, moi, ma maîtrise en recherche-création, et c'est très différent de comment ça se fait en cinéma. Où nous, c'est vraiment très dissocié. On doit vraiment faire une recherche à côté d'une création, alors que toi, Alex, tu l'as fait en cinéma et c'était vraiment les deux ensemble. C'était la recherche qui venait nourrir la création. Du coup, c'est pour ça que je me demandais un peu qu'est-ce que c'est ta recherche, ta création. Est-ce que tu les as définis, vu que tu es au début de ton doctorat aussi J'ai des sujets de prédilection, évidemment. Juste pour d'abord répondre à la question... en fait, on m'a aussi fait comprendre que c'est... Et même ici, c'est une sorte de choix que je dois faire. Et en ce moment... Comme je viens de commencer et que c'est seulement théorique, c'est jamais le doctorat que j'ai décidé de faire parce que j'avais envie de les garder séparés en fait. Parce que c'est pas la même chose. Pour moi, c'est très distinct. C'est très... la recherche, il y a ce côté intellectuel et il y a ce côté... Vraiment, j'ai besoin de comprendre et d'étudier la question, tandis que l'art, évidemment, je ne dis pas que ce n'est pas intellectuel, mais comme j'ai dit, c'est plus intuitif, comme j'ai dit au début de la conversation. C'est des émotions, c'est des choses que j'ai peut-être pas forcément envie de comprendre, mais que j'ai envie d'exprimer, de partager. Donc, j'ai envie de garder ce côté... j'ai envie de continuer à avoir du plaisir aussi en faisant de l'art et de ne pas paniquer à chaque fois que j'ai peur que ça commence quand même à avoir une sorte d'effet sur mon art aussi, ce doctorat. Donc, je ne suis pas sûre que de trop réfléchir, ça puisse toujours servir. Je trouve l'art, ça peut être... Ouais, voilà, c'est deux choses que je veux garder vraiment séparées. J'ai un ami, par exemple, j'ai plusieurs amis c'est très intéressant, ils sont anthropologues, par exemple, et donc ils font leur doctorat en Suisse, mais ils viennent ici aussi parce qu'ils ont une partie plus pratique. Mais j'ai l'impression qu'on doit quand même, en général, choisir la chose à laquelle on veut donner la priorité. En ce moment, moi, j'ai mis de côté un petit peu mes films, mais ça commence à me manquer. Donc là, je me concentre un peu sur la théorie et puis j'ai de l'espoir de pouvoir faire les deux. Évidemment, c'est le rêve, mais c'est deux choses qui sont extrêmement prenantes aussi. Et je pense qu'il y aura toujours l'un ou l'autre qui va souffrir un petit peu et ça va dépendre peut-être de certaines périodes. Mais je crois pas que c'est possible de faire les deux de manière entière et passionnée, et de la manière dont j'aime faire les choses en même temps, parce que c'est... Ouais. Ce qui est intéressant dans ce rapport en fait, entre recherche et création, même si toi, tu le fais pas en même temps, mais forcément, comme tu le dis, en fait, ta recherche, forcément, ça va influencer. C'est le Ethnographic Lab de Harvard, par exemple, qui est dirigé par Lucien Castin-Taylor, qui fait les films documentaires parmi les plus avant-gardistes, en tout cas dans le cinéma grand public aujourd'hui. Son dernier, c'était De Humanis Corporis Fabrica, en plus qui arrive dans des cinémas, mais c'est un laboratoire de recherche d'Harvard qui fait ces films-là. Et donc, on voit même dans la recherche qu'il y a un intérêt,
Et toujours, en fait, l'énographie a toujours, on se rappelle avec... Nanook, exactement, Jean Roux, l'éternel. tout ça. Où il y a toujours un intérêt pour le documentaire, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, cette relation est peut-être plus saine qu'il y a 30-40 ans. Je crois qu'il y a un intérêt aussi. Oui. Je crois que tu as raison et je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis ici parce que moi j'essaie aussi de comprendre. J'ai postulé sans trop y croire en fait à ce doctorat parce que j'avais pas vraiment un parcours. J'ai pas vraiment fait des études de cinéma. J'ai pas de bagage théorique en fait. Et j'ai donc postulé sans vraiment penser que je serais sélectionnée. Et d'après ce que je comprends, il y a une sorte d'ouverture aussi même au niveau théorique, donc au niveau de Concordia par exemple. Je crois qu'ils ont envie de diversifier un petit peu les points de vue. Donc je crois que c'est pour ça que je suis là. Oui, par exemple, il y a un de mes professeurs qui m'encourage beaucoup aussi à continuer ma pratique à côté de tout ce bagage théorique que j'essaye de rattraper maintenant. Je crois qu'il y a une envie un peu... Il y a plus de flexibilité, puis... Avant, je dirais, il y a quelques années, le milieu académique et le milieu du cinéma, donc de la pratique du cinéma, c'était beaucoup plus séparé. Hein. J'ai aussi cette impression. Et là, c'est en train de se mélanger. Je connais des personnes qui font leur doctorat aussi, qui enseignent à Concordia. Je pense que ça peut être que du positif. Je pense que ça peut être que fructueux parce qu'à mon avis, on peut apprendre les uns des autres. Moi, quand j'étais enfant, j'ai l'impression que les doctorants, genre les gens qui font des doctorats, c'était vraiment genre des animaux sauvages que je verrais jamais de ma vie. Puis j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde fait un doctorat. En tout cas, beaucoup de monde dans mon entourage font des doctorats. Et en fait, je pense qu'il y a aussi ce phénomène-là qu'on élonge les études et donc on a aussi parce qu'on sait qu'on va pas trouver d'emploi après. Mais oui, le doctorat, c'est aussi ça. En fait, quand tu arrives à la fin de tes études en maîtrise, il y a la question, en fait, est-ce que je continue le doctorat parce que, surtout ici, parce que j'ai des revenus, parce que je peux avoir des contrats, parce que machin. Parce que j'ai étudié en cinéma ou en littérature. Il n'y a pas d'emploi pour ces gens. Évidemment. Je pense qu'il y a ça aussi. Oui, bien sûr. Mais moi, je crois qu'il n'y a pas de mauvaise raison de faire un doctorat, en fait. J'ai envie d'encourager les gens s'ils ont envie. Évidemment, pour moi, il y a ce côté-là aussi, mais si c'était économique, j'aurais pas choisi de faire un doctorat, en fait. C'est quand même, ça reste un milieu très précaire. Et ça reste un milieu très élitiste aussi, dans le sens où il y a beaucoup de copinage, tous ces problèmes dont j'ai parlé au niveau du cinéma, c'est exactement les mêmes dans le milieu académique. Donc ça reste très bourgeois, très élitiste, très blanc, malgré le fait qu'en surface, on veut que tout le monde utilise des termes comme décoloniser et toutes ces choses-là. Et donc, je crois que c'est des milieux qui se veulent, je dirais, progressifs. C'est des milieux qui se veulent progressifs, mais qui ont encore de la peine dans la pratique à vraiment... pratiquer, J'ai l'impression que s'ils se voulaient vraiment progressistes, il y aurait une restructuration en fait de ce qui est le plus profond, pas juste mettre un petit vernis, on dit les termes, on change des mots, ce serait vraiment repensé. On aurait un salaire étudiant. Par exemple, on aurait un salaire tout court, salaire garanti. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas cité Bernard Friot. Est-ce que ça vous va qu'on passe au film ? On peut passer au film, ouais. Bien sûr. Donc on voulait d'abord commencer peut-être par ton processus de création, si tu es d'accord un petit peu de nous raconter qu'est-ce que c'est par exemple ton point de départ pour faire un film et comment ça découle ensuite. Alors je crois que dans les deux films que vous avez vus, c'est vrai qu'il y avait un contexte particulier. Donc le premier film, c'était un film d'études. Donc effectivement, le point de départ, c'est que je devais le faire aussi pour c'est un bon point de obtenir départ. mon diplôme. Et le second film, c'est un film sur un ami de ma famille, en fait, une personne que j'apprécie énormément, Vakouf, qui est un peu une figure paternelle pour moi. Donc c'est une personne que je connaissais depuis très longtemps. Mais je fais pas forcément, c'est vrai que je vais pas forcément faire des films sur tout le monde, sur tous les gens que je connais. Donc je crois que le point de départ, c'est une sorte de fascination
ou peut-être je cherche quelque chose qui m'émeut en particulier. C'est souvent quelque chose de... Ça peut être un détail, en fait. Par exemple, ce film que j'ai fait aux Açores, j'ai trouvé cette image de ce volcan, en fait. C'est sur l'île de Pico. Et c'est juste incroyable. J'ai été juste attirée par cette image-là et le film s'est construit autour de ça. Et pour Vakuf, c'est même pas ce qu'il a vécu parce que... ce qui est très important d'ailleurs, je dis pas que c'est... il faut parler de ce que les Kurdes vivent en Turquie et partout dans les autres pays aussi. Mais je crois que c'est la manière dont il raconte ces choses-là qui est très poétique, qui est très onirique justement aussi. Il y a un côté comme une... Ouais. C'est un conteur, en fait. Oui, quand il parle du baiser qui avait un goût de grenade, par exemple. Ouais. Et c'est marrant parce que j'ai une question qui revient à chaque fois lors des Q&A, dans les festivals. C'est, en fait, les gens pensent que Vakuf a écrit cette voix off, qu'il a écrit un texte, en fait, qu'il est en train de lire, mais en fait, pas du tout. C'était juste une série d'enregistrements qu'on a fait, certains à la maison... entre lui et moi, et il me parlait directement à moi comme ça. C'est la manière dont il s'exprime, en fait. Et comme vous pouvez le constater, il a une manière très poétique de s'exprimer. Donc c'est ça qui me touche, en fait. S'il y a quelque chose qui me touche, j'ai envie de faire construire un film autour de ça. C'est tout simple, en fait. C'est beau, la simplicité, on aime bien. Ouais. Et du coup, à partir de là, comment est-ce que tu construis tes films? Comment ça se passe? Est-ce que tu vas filmer des images, puis ensuite tu tresses des choses à partir de là? Est-ce qu'il y a une grande préparation minutieuse avant? Ah ouais, je crois qu'il y a un peu trop de préparation et j'essaye de désapprendre ça, en fait. Parce que pour ces deux films, mon processus a été très anxiogène. Je pense qu'il y avait beaucoup d'attentes aussi. Pas forcément de ma part, mais j'ai senti les attentes des autres. Donc, le premier film, c'était dans un contexte scolaire. Donc, évidemment, mes professeurs... je recevais trop de retours aussi sur ce que je devais faire ou ne pas faire. Donc, c'était stressant. Et puis, ensuite, contre toute attente, en tout cas de ma part... ce film d'études a beaucoup voyagé. C'était très étrange aussi. Ça, je peux en parler. C'était pendant les premières années de la pandémie. Donc, voilà. Donc, j'ai ressenti, malheureusement, lors de la conception du deuxième film, que je voulais juste faire par amour du cinéma et pour m'amuser un peu et pour apprendre. J'ai quand même ressenti de nouveau des attentes très, très fortes parce que le premier film avait bien marché. Et ça, c'est une sorte de pression à laquelle je veux pas trop... Ouais, j'ai plus très envie de travailler comme ça, en fait. Donc, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je vais pas mentir, c'est des expériences incroyables. Mais j'ai envie de créer un petit peu en dehors des attentes qu'on peut avoir et de manière plus libre, encore plus libre, je dirais. Donc, en dehors du milieu académique ou l'industrie aussi, parce qu'il y a beaucoup de réalisateurs et réalisatrices qui se mettent une pression de dingue, en fait, quand ils font des courts-métrages, parce que c'est censé être la porte... c'est censé nous ouvrir les portes de l'industrie. Et je crois que moi, il y a eu une grosse désillusion par rapport à ça, et je crois que au final, c'était très positif, parce que j'ai un peu fait mon deuil de ces sentiments-là, et... Voilà, j'ai envie de laisser ces attentes derrière moi et puis juste créer par l'amour de la création. Et ça revient peut-être à ta question aussi. Est-ce que je fais d'autres activités? Est-ce que je fais un doctorat? Est-ce que je travaille pour des fondations? Donc, moi, je fais beaucoup d'organisations aussi, d'événements liés à l'industrie du film, mais c'est quand même... c'est de l'organisation événementielle au final. Et je le fais pour gagner ma vie. Et je crois que c'est parce que j'ai envie de garder une certaine liberté dans ma création. C'est une question qui me vient quand tu dis... est-ce que comment ça se passe, toi, quand tu fais ton premier film? Tu t'y attends pas et tu es sélectionné à Locarno et à Sundance, c'est ça? Oh là là. Et justement, tu parles d'ouvrir les portes de l'industrie. Est-ce que c'est quelque chose que tu te dis à l'époque? Est-ce que tu te dis, ouais. ma carrière est tracée, en tout cas, ou ouais, je vais avoir accès à d'autres choses? Exactement. Non, alors moi, j'ai bien vécu le lavage de cerveau que tous les
les personnes qui étudient le cinéma, malheureusement, je crois qu'on passe tous par ça. Et c'est des mensonges, ce sont des mensonges, j'ai envie de dire. Non, j'essaye aussi de beaucoup d'aider les newcomers, je ne sais pas comment dire ça, mais les personnes qui émergent comme ça dans le cinéma. J'essaye justement, je leur dis toujours de baisser les attentes et d'arrêter de se mettre la pression, ce qui est très difficile. Mais non, c'était très inattendu pour moi. Donc, Locarno, en fait, j'ai essayé de retirer... Je peux vous raconter, c'est assez marrant. Locarno, donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à envoyer mon film et que la pandémie a commencé. Et on nous a écrit en nous disant justement que le festival aurait peut-être lieu seulement en ligne et qu'on pouvait éventuellement retirer nos films de la sélection. Enfin, pas de la sélection, même de... comment on dit la postulation. Voilà, exactement. Et moi, j'ai essayé de le faire, en fait. Parce que j'étais dans une période... c'est un premier film, c'est un film d'études, donc aucune confiance en moi. Le peu de confiance en moi que j'avais, elle a bien été détruite lors de mes études aussi. Donc, c'est pas toujours très sain, hein, les études de cinéma, malheureusement. Voilà, donc j'ai essayé de le retirer parce que je me suis dit, mais c'est pas un film... Déjà, je pensais pas être sélectionnée, mais même si j'étais sélectionnée, je me suis dit, mais les gens, ils vont pas vouloir regarder ça sur un petit écran de laptop. C'est un film très atmosphérique, en fait. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'un des programmateurs m'a envoyé un email m'a pas dit t'es sélectionné, mais a quand même essayé de me faire comprendre que ce serait dommage, en fait. Et donc, finalement, je l'ai laissé. Et puis, lors de la sélection, quand j'ai reçu les nouvelles, j'étais extrêmement contente parce que Locarno, c'était vraiment mon film préféré en termes d'esthétique, par exemple. C'est vraiment un festival dont j'ai appris, en fait. C'est vraiment un chouette festival. Ouais. Et je trouve que j'espère qu'ils ne vont pas perdre ce côté... parce que je sais que les dernières années, il y a une sorte de pression de la part peut-être du public aussi et des locaux par rapport à peut-être... prendre une approche un peu plus commerciale ou plus accessible aussi, parce qu'il y a des films qui sont très, je dirais, c'est pas les plus faciles quand même. Non, c'est sûr. Après, ils ont fait venir Shah Rukh Khan l'été passé, niveau commercial. C'est comme ce qu'on voit que le festival de Cannes qui s'oriente beaucoup sur le commercial. On voit que les dernières Palmes d'Or, c'est à chaque fois des films plutôt de genre grand public qui vont pouvoir avoir un grand déploiement derrière. C'est vrai que moi, il y a une année, j'étais jury des jeunes à Locarno et l'année d'avant, tout le monde en racontait, mais il y avait eu un film qui durait genre 6 heures avec un plan de 30 minutes où c'était juste quelqu'un qui avançait dans un couloir. Et c'est dommage si Locarno perd ce genre de... Qu'est-ce qu'on se raconte comme anecdote après? Où ces films-là sont diffusés, en fait, s'ils ne sont pas diffusés à Locarno, à part dans des petites salles où il y aura 10 critiques de cinéma. C'est vrai que ça donne une grosse visibilité, Locarno. C'est quand même un gros festival indépendant. Ouais. Non, je trouve que c'est vraiment... c'est un de mes festivals préférés pour ces raisons-là. Et j'espère qu'ils vont pas vraiment... J'espère que le festival ne va pas céder à cette pression. Évidemment, c'est la faute de personne, c'est la faute du capitalisme et des moyens réduits pour la culture et toutes ces choses-là autour. Donc, c'est un festival qui est aussi influencé par ce qui se passe autour, des événements et tout ça. C'est pas facile. Mais non, j'espère que ça reste un festival... je crois qu'on a vraiment besoin de ces voix alternatives et ce cinéma alternatif. C'est vraiment important. Donc comment ça se passe tu reçois toutes ces sélections-là et comment toi tu te dis pour ta carrière tu parlais de désillusion Non, alors Locarno, j'étais très contente parce que je venais de débarquer en Suisse après des années à l'étranger, notamment mes études à l'étranger. Donc, et puis en plus, c'était en pleine pandémie. Donc, j'ai pas pu vraiment me connecter à l'industrie suisse. Et je me suis dit que ce serait une bonne occasion. Et ensuite, en fait, c'est assez drôle parce que c'est moi qui m'occupais de la distribution et de l'envoi au festival. Et puis, comme je vous l'ai dit, j'avais aucune confiance en moi. Et ce qui s'est passé, c'est que le jour où j'ai reçu la nouvelle de Locarno, j'étais un peu sur mon nuage. J'étais très enthousiaste. Et, j'étais un peu déconnectée, je dirais. J'avais une sorte de confiance en moi que j'aurais pas eu d'habitude. Et c'est ce jour-là que j'ai envoyé... j'étais en train d'envoyer le film à droite à gauche sur Film Freeway. Et je l'ai envoyé à Sundance, mais juste comme ça, en fait. J'ai jamais pensé que j'allais être sélectionnée.
Et le jour-là, je l'ai quand même envoyé. Je me rappelle, je l'ai complètement oublié ensuite. Et après quelques mois, parce que ça a pris du temps aussi, entre les 2 festivals, il y a quelques mois quand même, je me rappelle, ça m'était juste passé par l'esprit, encore une fois, que je l'avais envoyé là-bas. Et je me suis dit, mais c'était vraiment une perte. J'ai perdu, je ne sais plus combien c'était. En plus, c'était quand même $40 en tout cas. C'est conséquent d'envoyer dans des festivals des films. C'est pas donné, exactement. Je me suis dit, mais je suis bête, je crois pas que j'ai fait ça. Mais j'étais sur mon petit nuage de Locarno, tout est possible. Et je l'ai envoyé sans y croire. Et non, ouais, c'est pas quelque chose que j'aurais fait normalement. Et quand j'ai reçu la nouvelle pour Sundance, c'était aussi drôle parce que je crois que j'avais une soirée un peu arrosée la veille. Et j'étais en train de dormir, c'était l'après-midi, donc je faisais une sieste pour me remettre de ma soirée. Et tout d'un coup, j'allume mon téléphone et j'ai vu l'email. Et je venais de me réveiller en plus, donc j'ai demandé à ma mère si elle était à côté de moi, dans l'autre pièce. Je lui ai demandé de lire si c'était vraiment... C'était très étrange. C'est vraiment très étrange. J'ai cru que ça m'ouvrirait beaucoup plus de portes en Suisse que ce qui s'est passé au final. Et je crois que la désillusion, elle a eu lieu à ce moment-là. C'est que je me suis rendu compte que moi, je pouvais aller à Sundance ou à Locarno et que ça n'aurait jamais le même poids et ça provoquerait jamais le même intérêt que si c'était quelqu'un de leur milieu privilégié. Et puis, si j'avais pas ce nom-là aussi... Voilà, je crois qu'il y a plusieurs problèmes... c'est plusieurs couches de problèmes comme ça dans mon identité qui font que... j'ai remarqué, par exemple, qu'il y avait moins de couverture médiatique, alors que mon second film aussi, j'ai passé beaucoup de temps à contacter les bonnes personnes et c'est pas facile. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Et puis qu'en Suisse, pourtant, il y a une tendance à un peu sauter sur dès que quelqu'un parvient à se démarquer un peu. Genre, j'ai 2 amis qui avaient gagné le Nikon Festival il y a 2 ans, je crois. Ouais. Puis j'ai vu passer plein d'articles et c'est vrai que... non, là, moi, je dois supplier. Et puis, j'ai eu un peu d'intérêt du Valais parce que c'est tout petit. Mais par exemple, c'est très difficile. C'est des choses qui... En fait, je crois que les gens ne se rendent pas compte aussi que je ne me plains pas forcément d'une chose, en fait, à la fois. C'est juste que ça s'accumule pour les gens comme moi et qu'au bout d'un moment, il y a la goutte de trop, j'imagine. Et par exemple, une chose que j'avais constatée, c'est un Valaisan dont le film n'a pas autant bien marché que le mien, qui a eu une beaucoup plus grosse couverture pour des... Et je suis très contente pour lui, il le mérite, le film est super. J'ai rien du tout contre cette personne ou contre ses films, au contraire. Mais la manière dont il est reçu, accueilli, en fait, est pas la même, en fait. Et j'ai vraiment ressenti de manière très, très, très prononcée cette différence de traitement, en fait. Et ce racisme systémique, finalement. Voilà. Pour dire les termes. Oui, et puis aussi, je crois que c'est aussi le fait de ne pas avoir pu étudier dans ces écoles-là. Parce que je vois je suis désolée, je vais dire quelque chose qui risque de ne pas plaire à tout le monde, mais je crois que le racisme, en fait, je crois que les Suisses, ils arrivent à surmonter la race ou l'ethnie du moment que c'est quelqu'un qui a les mêmes moyens qu'eux aussi, en fait. Donc, si je me dis, si j'étais riche, etc., je pense le fait que je sois sûre qu'on n'aurait pas dérangé autant. Donc, c'est de ça que je voulais parler, en fait. Quand je dis qu'il y a plusieurs couches de personnalité, de mon identité qui posent problème, c'est... voilà. Et puis, est-ce que le film rentre dans un agenda politique? Tu vois, si tu étais à la Aide, en fait, la Aide, le fait que toi, tu as eu une sélection à Locarno, eux, ils disent, nous, c'est notre prestige à nous, donc il faut qu'on le mette de l'avant. Puis si la Aide le met de l'avant, tu as une espèce de cascade après qu'il fait. Et en plus, je pense qu'il t'aurait fait un film sur le Valais, sur un sujet valaisan, sur les vaches du Valais, le canton, il aurait fait ça c'est bien parce que nous, on peut s'en servir comme objet touristique, ou je ne sais. Est-ce qu'il n'y aurait pas ça aussi? Alors, c'est intéressant parce que moi, j'avais envie de faire un film en Valais et j'ai été le pitcher à Locarno justement cet été et ça a dérangé certaines personnes en fait. Il y a autant de personnes. Je veux dire, je veux pas trop généraliser non plus, donc j'ai beaucoup de soutien. Il y a des personnes extraordinaires en Suisse aussi qui sont là pour moi, qui sont là pour les personnes comme moi, qui m'aident, dont Claude Barras par exemple ou Carmen Jacquier. Qui sont des personnes aussi qui ont accès, qui sont des personnes reconnues dans le milieu
et qui pourtant n'ont pas besoin d'écraser les autres. Voilà, donc c'est des personnes extrêmement... qui m'ont beaucoup soutenue. Donc, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même sac, mais j'ai aussi remarqué qu'il y avait certaines personnes qui... Ouais, c'était très étrange. On m'a dit... Il y avait une personne qui n'est pas du Valais qui m'a dit qui m'a fait comprendre que je ne savais pas trop de quoi je parlais, en fait, que j'avais un regard très extérieur au Valais. Alors que je suis née là-bas, j'ai quand même vécu... C'est étrange. Donc, je crois que ça dérange encore quand même. Mais je crois que c'est pas forcément leur faute. À mon avis, c'est ce côté compétitif dont on a suisse, parlé. Oui. Voilà, c'est dommage. C'est des gens qui peut-être qui se sentent menacés aussi parce que comme il y a peu de moyens et il y a peu d'argent, je pense qu'ils sentent le besoin d'écraser les autres pour... Je sais pas. C'est dommage. C'est comme le truc le plus suisse que j'ai entendu, de dire que quelqu'un qui est né dans le Valais ne connaît pas assez bien. Ah ouais, non, on l'a dit. Et de nouveau, en fait, c'était juste une conversation de 20 minutes, je crois. Mais ce que cette personne ne va peut-être pas prendre en compte, c'est que pour moi, c'est l'accumulation, en fait. C'est ce racisme, justement, systématique depuis mon enfance. Et donc ça vient s'ajouter au reste. Et puis, je crois qu'au bout d'un moment... Oui, qui est hyper pertinent parce qu'il y a encore tellement ce discours qu'on n'a pas de racisme en Suisse. Oh non. Fun fact, c'est totalement faux, à tellement d'égards. Très tabou encore. Du côté, moi j'ai été très active dans SWAN, justement le Swiss Women's Audiovisual Network. Et même là, on a vraiment eu des problèmes. Par exemple, j'ai organisé ce panel à Locarno encore une fois de plus l'année passée sur les violences sexuelles. Dans l'industrie suisse et il y a eu beaucoup de cas et il y a vraiment une tentative de la part de notre industrie de passer tout ça sous silence aussi. Pour revenir aussi à votre sujet initial, à ce qui se passe en France, en Suisse, il y a encore un gros tabou par rapport aux questions de genre et les questions de race et d'ethnie et je dirais aussi de classe sociale. Alors là, moi, à chaque fois que j'essaye d'en parler, je me suis confrontée à un mur, en fait. On veut pas l'admettre encore. C'est très difficile. La classe sociale, je pense que ça n'existe pas. Oui, ça n'existe pas en Suisse. Non, mais dans le discours international aussi, moi, les gens me disent tout le temps, mais il n'y a pas de pauvres en Suisse. Et tu fais, c'est vrai qu'on a un seuil de pauvreté plus bas, mais en fait, il y a quand même des classes sociales. Bien sûr. En fait, il y a quand même des pauvres. Ouais. Enfin, mais on rembourse notre dette, donc tout va bien. Tout va bien. Mais t'imagines, non, mais... donc pour revenir un petit peu sur le contenu de tes films, oui. Peut-être Alex, tu voulais, c'était toi qui avais les premières questions écrites. Oui, parce que on a eu la chance de voir les deux films back à back et d'avoir vu en fait l'évolution entre tes deux projets. Et c'est vrai que mais une question que je me suis posée, parce que j'ai l'impression que les films sont un peu construits de la même façon, en tout cas parlent d'un sujet un peu connexe, qui est à un moment donné, il se passe quelque chose, une catastrophe. Que ce soit une catastrophe naturelle dans le cas de ton premier film, ou une catastrophe dans la vie de quelqu'un, ou la catastrophe, des fois on l'appelle. Et j'ai l'impression que tes films traitent un peu de c'est quoi la vie à partir de ce moment-là. Il y a un avant, la catastrophe et l'après. Est-ce que c'est quelque chose de conscient chez toi? Et même le titre de ton deuxième film, c'est Depuis je vole. Il y a le depuis qui est depuis quelque chose, et après je me suis mis à voler. J'adore vos questions, en fait, parce que c'est des questions que je me suis jamais posées. Je crois parce que j'ai cette approche un peu intuitive à l'art, donc je suis très émotionnelle, je suis hyper sensible, évidemment, comme tous les artistes et toutes les artistes. Donc, pourquoi ces sujets-là? Je crois que ça va être un peu, ça risque d'être paradoxal pour une personne qui fait du documentaire, mais je crois que je m'intéresse moins à l'immédiat et à ce qui se passe devant moi qu'aux choses qui se sont passées avant ou au futur même. Et parce que ça m'intéresse plus de... je sais pas. Je crois que j'ai besoin d'avoir du recul, en fait. Une sorte de recul pour comprendre. Ou je m'intéresse à la manière dont des autres comprennent ce qui leur est arrivé, comme Vakuf, par exemple, qui a un rapport très particulier à son passé. Et
même aux événements traumatiques qu'il a vécus. Et je m'intéresse beaucoup à la réalité. Donc, évidemment, j'ai envie de continuer à faire du documentaire pour des raisons aussi dont on a parlé, politiques et économiques et éthiques. Si on peut juste rappeler de quoi parle le deuxième film. Oui, alors c'est mon ami Wakuf qui raconte beaucoup de choses. En fait, il y a beaucoup de choses à dire. Et moi, aussi, personnellement, j'aime beaucoup les films silencieux. Et j'étais pas forcément vraiment enthousiasmée à l'idée de faire un film où il y avait autant de mots. Mais au final, il dit ces choses de manière tellement belle et il avait tellement de belles choses à dire et de choses puissantes. Et donc, il parle beaucoup. Et pourtant, j'ai dû vraiment couper de grosses parties de cette narration. Et donc, il raconte un petit peu son enfance dans des montagnes du Kurdistan turc. Donc, il a une enfance nomade, vraiment idyllique. En tout cas, la manière dont il raconte, parce que j'avais pas vraiment d'accès à des archives de l'époque-là. Il y a certaines photos après qu'il a gardées, mais... Donc voilà, en fait, on a fait le film à travers son point de vue et la manière dont lui-même se souvient de ces choses-là, et on a essayé d'exprimer ça à travers les images aussi. Mais donc, c'est vraiment... le point de départ, c'était vraiment sa narration et la manière dont lui, il se rappelle et il décrit tout ça, en fait, et il imagine tout ça. Et spoiler alerte, mais donc une des choses dont il parle, c'est le fait qu'il ait été torturé et laissé pour mort, en fait. Donc on ne sait pas vraiment, le film ne porte pas vraiment sur ce qui s'est passé après, mais l'une des raisons, en tout cas, pour laquelle il a survécu à ça, c'est parce qu'il s'est déconnecté de son corps et puis il s'est replongé dans ses souvenirs de son enfance et de sa jeunesse qui sont magnifiques, qui sont très poétiques, très romantiques aussi. Peut-être idéalisés, je ne sais pas. Peut-être pas. Mais voilà, donc il a survécu à la torture en se replongeant dans ces souvenirs-là. Moi, je rebondis sur le mot poésie que tu as dit, parce que c'est quelque chose qu'on s'est dit tous les deux avec Alexandre en voyant tes films, c'est qu'il y avait une grande poésie qui traversait les deux films. Après, moi, je trouve toujours que c'est un mot un peu complexe, poésie, parce qu'on l'utilise beaucoup. Et au final, on ne sait pas toujours ce que ça veut dire. Moi, ce que je relevais dans tes films, c'était différentes formes de poétique. D'abord, dans des éléments qu'on associe à la poésie. Tu filmes beaucoup la nature. Tu prends beaucoup le temps de filmer la nature dans les deux films. Ensuite, avec les mots, justement, qui sont dits dans le deuxième film. Et je me demandais, qu'est-ce que c'est dans rapport à ce mot poésie et comment ça se décline dans tes films? Ouais, c'est intéressant parce que pour moi, poésie a aussi un sens très large. Et c'est difficile de le définir et je l'utilise aussi beaucoup, en fait. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Je crois qu'on essaie de dire quelque chose d'autre, en fait, quand on dit poésie. Et c'est un terme aussi que j'ai remarqué parce que je fais un peu de programmation aussi. Et donc, par exemple, dans les synopsis que les artistes écrivent eux-mêmes et elles-mêmes, je crois qu'on utilise beaucoup ce terme poétique aussi. On aime décrire nos propres œuvres comme poétiques. Et c'est pas, je dirais pas que c'est pas une mauvaise chose, mais... qu'est-ce que ça évoque, en fait? Ce qui est marrant, c'est que personne va décrire son œuvre comme disant « elle est très terre-à-terre, mon œuvre ». C'est l'inverse de poétique. Il y en a peut-être. Mais... Et même quand il s'agit du documentaire, en fait, je crois qu'on a tous envie de faire de la poésie, on n'a pas envie de faire du documentaire terre-à-terre. Et pourquoi? Peut-être parce qu'on en a marre aussi. Je crois qu'il y a une sorte de ras-le-bol de la réalité. Je crois qu'il y a c'est très politique aussi de dire poésie, dans le sens où il y a une sorte de... Je sais pas, je crois qu'on essaie d'échapper un petit peu à notre monde. On n'a pas envie d'être dans ce monde-là. Et peut-être poésie, pour moi, ça évoque aussi... évidemment, ça évoque une sorte de concept de beauté, ou peut-être de choses un concept abstrait de quelque chose qui appartient pas à notre monde, en fait. La poésie, c'est en rapport avec le rêve, c'est en rapport avec le sublime, et des choses peut-être qui nous manquent, en fait, en ce moment dans voilà, la difficulté et les problèmes qu'on vit tous et toutes
Et est-ce que c'est quelque chose que tu penses que tu fais avec tes films, du coup, ou que tu veux faire avec tes films, d'apporter cette espèce d'espace autre part, du coup, cet espace poétique, comme tu le dirais? Est-ce que c'est une volonté? Ouais, non, bien sûr. C'est marrant parce que comme je n'arrive vraiment pas à définir la poésie moi-même, en fait. Je t'ai répondu par une question aussi. Qu'est-ce que la poésie? Mais je dirais que moi, j'ai trouvé de la poésie dans cette photo du volcan que j'avais vu aux Açores. Et ensuite, de la poésie dans la manière dont les gens vivent autour du volcan. J'ai trouvé de la poésie dans la manière dont Vakuf parle de ses souvenirs. Et puis, oui, je trouve de la poésie dans la nature. Et je crois que ça, je le dois, je vais le dire, je le dois à la Suisse et je le dois aux vallées. J'ai fait beaucoup de vallées bashing, de Suisse bashing. Et je dois aussi dire que ce rapport à la nature que j'ai, c'est un des gros privilèges que j'ai eu, je crois, de pouvoir grandir en vallée et de pouvoir grandir si proche de la nature, de pouvoir passer mon enfance à jouer dans des forêts et des montagnes. Donc, voilà. Donc ça, c'est un rapport à la nature que je crois que j'ai développé grâce à mon enfance en vallée. Et voilà, je crois qu'il y a ce besoin de poésie, il vient de... Je crois qu'on perd. Et je crois que c'est aussi en lien avec la perte. Évidemment, si on parle de la poésie de la nature... nos glaciers sont en train de fondre, par exemple, en vallée. Donc, il y a une sorte de tristesse aussi, de nostalgie. Ouais. C'est très vague. Je crois que c'est commun à tous ceux qui ont grandi dans les Alpes, plus ou moins. Ça te rejoint, Alexandre. Oui, la montagne, c'est quelque chose. Vivre à côté de la montagne, c'est... Là, c'est plat ici. Hein. On n'a pas l'habitude de... terrible. C'est vrai. Mais peut-être, j'aimerais bien revenir sur l'image un moment, parce que si tu voulais continuer sur la poésie. Non, vas-y, reviens donc sur l'image. Et sur le rapport au temps, parce que tu parlais du rapport au temps, et tu as aussi, forcément, quand on parle documentaire, il y a le rapport à l'archive, les images qui existent avant nous et les images qu'on veut réutiliser. Et je trouve que dans tes films, il y a un rapport à l'archive qui évolue entre le premier et le second film. Où le premier, tu le disais, c'est une photo, donc c'est une archive qui a démarré ton film, alors que dans le deuxième, il y en a plus. C'est le manque d'archives qui a provoqué mon intérêt, mais qui a aussi rendu ce projet extrêmement difficile, parce que je voulais faire un film sans images, en fait. J'avais pas d'images. Et au final aussi, je crois que le résultat, visuellement, il démontre aussi un petit peu ça, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe visuellement. C'est pas... Comme j'ai dit aussi avant, je crois que ça m'intéresse pas trop de filmer l'immédiat, sans avoir le recul de comprendre ce qui se passe. Donc, j'ai vraiment plus d'intérêt pour des sujets qui sont soit déroulés dans le passé ou même dans l'imaginaire. Et donc, c'est là ça provoque souvent une crise pour moi dans ma pratique, dans ma création, parce que c'est pas les sujets les plus faciles, en fait. Comment exprimer des choses abstraites ou qui se sont passées dans le passé et pour lesquelles j'ai même pas d'archives. Il y a quelque chose de très intéressant, en fait. Je viens de m'en souvenir maintenant que tu le mentionnes, mais moi, j'avais vu cette photo parce que j'étais sur Google Maps en train de chercher un sujet pour mon film de diplôme. Et donc, en fait, mais j'ai pas découvert ces archives de l'éruption du volcan. Lorsque j'étais là-bas pendant le tournage, je les avais pas vus non plus. Je sais pas pourquoi, en fait. C'est une coïncidence, j'imagine, mais parce que j'avais fait de la recherche, mais je recherchais beaucoup du côté de la littérature aussi. Et en fait, ces archives, je les ai découvertes des mois après mon diplôme. Donc, quand j'ai voulu me remettre au montage du film, donc j'ai pris une pause. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, en fait, à quel point les archives ressemblaient à ce que moi j'avais filmé. Et justement, parce qu'il y a une sorte de suspension du temps. Et c'est un lieu qui est un peu suspendu, qui est un peu en dehors du temps, en dehors de ce que nous, on s'imagine, de notre rapport au temps, je dirais. Et donc, les archives sont venues bien après, en fait, lors du montage. Mais c'était toutes les images que j'ai tournées là-bas, elles étaient
je savais pas que j'aurais accès à ces archives et heureusement qu'elles sont là, parce que je crois que sinon je crois qu'il y aurait eu je crois que ce film il aurait pas pu se faire, j'aurais pas pu le finir en fait au final. Mais est-ce que c'est pour ça le travail de la confusion dans le film entre ce que tu as filmé là-bas et l'archive pour expliquer, tu as filmé des plans en noir et blanc là-bas qui sont affichés en 16/9, et à un moment donné l'image se rétrécit et là, on passe à l'archive noir et blanc 4/3. Donc ce travail-là était conscient de ta part? Non, c'est très intéressant parce que de nouveau il y a beaucoup de choses que j'ai fait de manière intuitive, et c'est pour ça que j'apprécie tes questions, que j'ai pas encore questionné jusqu'à ce jour. Par exemple, le choix de tourner, j'ai tourné en noir et blanc, donc directement, et je me rappelle, mes profs m'avaient dit que c'était une très mauvaise idée. Et je crois que parce que mais moi j'avais envie d'avoir cette intention de tourner en noir et blanc. C'était aussi c'était en lien avec le lieu aussi. Donc on appelle ça s'appelle l'île Noire aussi parce qu'il y a ces rochers noirs. Tous ces rochers volcaniques et tout ça. Donc, ce que j'ai ressenti là-bas, en fait, je me rappelle, on a essayé d'abord, on était juste 2 personnes, et on a essayé de tourner en couleur, et je ressentais pas, ça traduisait pas ce que je ressentais sur place, cette impression d'être en dehors du temps, être dans un lieu qui est magique presque, qui est surréaliste, Et donc, j'ai ressenti ce besoin de tourner en noir et blanc. Et au final, en fait, après avoir découvert des archives presque une année après avoir terminé le tournage, et de voir ces archives qui étaient très similaires à ce que j'avais tourné, je crois que c'était très émouvant aussi, d'une certaine manière, parce que ça collait un petit peu à ce que j'avais ressenti. Même, il y a énormément de ruines, par exemple. J'ai filmé beaucoup de ruines et j'étais même pas vraiment sûre de la raison pour laquelle. C'était beau. C'était touchant. C'était aussi dur. C'est très difficile de voir ces ruines parce que ça évoque l'absence de toutes ces personnes qui sont parties pour diverses raisons, mais aussi notamment parce que c'est pas un endroit qui est... l'environnement n'est pas très facile aussi de vivre dans cet environnement. Mais c'est intéressant ce que tu dis là, parce que tout à l'heure, tu as dit que tu contrôlais presque trop tes tournages, et pourtant là, ce que tu décris, c'est qu'au contraire, tu as été happé par le lieu, et que le lieu t'a fait modifier la façon dont tu filmais et tu captais, parce que c'était pas ce que tu ressentais. Ouais. Très bonne question. Ce n'est pas vraiment une question, c'est plus une remarque, mais je peux essayer de formuler une question si tu veux. Non, je suis d'accord, en fait. Je crois que j'ai envie de contrôler. Cette envie de contrôle, je crois qu'elle est... je crois pas que je vais faire un film où, par exemple, où il y a une chose totalement inconnue qui va se dérouler. Par exemple, ça m'intéresserait pas de filmer un moment politique ou une manif ou quelque chose de... Je dirais une chose qui se produit pas de manière plus ou moins régulière. Et je suis en train de me questionner là, en ce moment aussi. Peut-être une manif. Non, par exemple, je pense à une manif ou un événement politique, parce que c'est là que quelque chose de totalement inattendu peut avoir lieu, par exemple. Et j'étais en train de me demander, moi je suis très politique, je participe aux manifs, donc je suis très, très active de ce côté-là, mais de nouveau, c'est une chose que je veux séparer de ma pratique artistique. Et je crois que c'est parce que, de nouveau, j'ai envie de... Je crois que c'est peut-être mon approche au monde du cinéma et au documentaire. Je crois que je suis plus intéressée... Comment dire ça? Ce qui m'intéresse le plus, c'est la manière dont les cinéastes, ou bien même les protagonistes, dans le cas de Wakouf, vont interpréter ce qui leur arrive. Et dans ce cas-là... même si je filmais une manif, j'aurais besoin de la contextualiser dans quelque chose de... Je sais pas, d'avoir une sorte de recul aussi par rapport à l'immédiat. Mais ça veut pas dire que je vais pas me laisser happer par la beauté de ce qui m'entoure, au contraire. Et aussi, je crois que je m'adapte beaucoup au sujet, en fait. Donc, quand tu parles d'évolution entre les 2 films, je sais pas si j'ai évolué. Je crois que c'est vraiment je crois que mon prochain film sera peut-être très différent, nouveau. Et j'espère évidemment qu'on retrouve des petites touches
ma voix artistique, ou je ne sais pas comment on dit ça. J'espère qu'il y a des choses qui se reconnaissent, mais je m'intéresse moins à la création d'un style que la manière de m'adapter au sujet, en fait. Donc, je crois que c'est ça. C'est plutôt... Donc, peut-être c'est là où j'ai le plus de... où je me donne un peu de la marge pour m'adapter au réel, en fait. Ce qui est super intéressant, c'est que moi, je le vois un peu comme une forme d'inversion. Imaginons quelqu'un qui irait filmer une manifestation dans le but de filmer un événement. Pour moi, ce serait presque plus contrôler ce qui va se passer que toi qui dis je vais aller filmer ça, mais je vais prendre le temps de m'imprégner dans ce qui se passe par rapport à ce que je veux filmer. Je trouve que je trouve ça très intéressant comme on t'en parle. Et puis c'est intéressant ce que tu dis. Par rapport à cette évolution entre les deux, tu t'es adapté ou tu dis, en fait, dans le deuxième, il y avait un manque d'archives et c'est ça qui t'a en partie motivé. Mais dans l'esthétique, finalement, tu as recréé des fausses archives, entre guillemets, où on a encore ce dialogue entre des images 16/9 et des images en 4/3 qui ont été tournées en pellicule, ça a l'air. Donc, tu as aussi... Il n'y a pas d'archives, mais dans ton esthétique, tu viens retravailler ça. Ouais, je crois que c'est l'une des choses qui est... C'était une intention qui était là dès le début. J'ai eu l'occasion de rejeter un coup d'œil à mon dossier de pré-production. Ce qui me surprend aussi, c'est à quel point mes intentions, au final, sont là dans le produit final, dans le film final. Mais à quel point je doute de ces intentions dans le processus, en fait. Et je panique vraiment. Et donc, ce film était aussi... c'était vraiment terrifiant. Parce que il y a un côté politique aussi, il y a une dynamique de pouvoir. Donc moi, je suis turque, Vakuf est kurde. J'avais peur de ça aussi, j'avais presque pas envie de le faire. Bien que je connais Vakuf et je l'adore, et lui me faisait entièrement confiance, mais moi, j'avais vraiment peur de ça. Donc j'avais peur de faire un faux pas, j'avais peur de manquer de respect... parce que ça peut arriver aussi de manière inconsciente, par simple ignorance. Donc ça m'a fait vraiment peur. L'approche elle-même m'a fait peur. J'ai peur de ne pas faire quelque chose d'éthique, peur de... Voilà, toutes ces choses-là. Et donc oui, effectivement, recréer de fausses archives, entre guillemets, ça faisait un peu peur, parce que je n'étais pas sûre aussi... je ne voulais pas forcément manipuler les gens, je voulais que ça sache aussi, que ça se ressente que ce n'était pas des images d'archives. Et je crois que c'est assez clair aussi, parce que... Justement, Victor, mon chef-off, c'est une des raisons pour laquelle j'ai voulu travailler avec lui, c'est qu'il est incroyable. Les images qu'il crée sont d'une beauté époustouflante. Donc, je ne voulais pas manipuler les gens pour autant. Mais effectivement, quand on n'a pas de... J'avais rien à montrer. Et donc, il y a un peu eu une sorte de panique autour de ces questions-là avant et durant le tournage, et aussi pendant le montage, en fait. Une des choses qui a aidé, c'est que Vakuf, justement, le protagoniste, était impliqué dans chaque étape. Et il m'a beaucoup encouragée. Je crois qu'il m'a un peu trop encouragée aussi. En fait, lui, il aurait voulu que j'aille même plus loin, je crois, dans l'expérimentation. Et c'est moi qui avais un peu peur. Donc voilà, d'avoir sa validation, ça m'a aidé à... voilà, je lui ai vraiment tout expliqué depuis la pré-production. Il n'y a pas une étape dans laquelle, lors de laquelle il ne savait pas ce qui se passait ou comment j'allais essayer de le montrer. Et puis même pendant le montage, on a eu plusieurs rencontres. Au final, tu ne voulais pas que faire un film sur lui, tu voulais le faire avec lui. Même si c'était ton projet, tu voulais qu'il soit pas juste devant une caméra à parler, en fait. Oui, puis je crois que ça correspond aussi à l'approche du film. Je crois que c'est là que je voulais faire un geste politique aussi dans ce sens-là. C'est que je voulais embrasser sa manière de voir ou de dire les choses. Évidemment, moi, je ne vais jamais pouvoir rendre visuellement ou Victor, malgré le fait qu'il est incroyablement talentueux, mais on n'était pas là-bas, donc on ne pourra jamais faire justice, en fait, à ce qu'il a vu, à ce qu'il a vécu, mais... l'idée, c'était de coller le plus possible, parce que justement, c'est aussi une voix qui a été ignorée dans l'histoire et dans l'art. Et puis, voilà, il y a même pas d'archives aussi. On s'est posé la question, évidemment, c'est une question que beaucoup de cinéastes se posent de nos jours. Qui a droit aux archives et de quelle manière? Et d'ailleurs, j'ai un film...
un court-métrage extrêmement touchant et puissant à recommander si je peux, mais c'est... j'ai pas envie de dire le titre. On pourra le faire à la fin. Ok, je dirais. Voilà, ok. Which is the thing now. Voilà. Moi, j'avais une question, je ne sais pas si tu voulais rebondir sur ça, mais je voulais partir sur un autre geste dans ton film que tu as un petit peu évoqué, c'est le fait que dans Depuis je vole, c'est beaucoup une voix qui, tu disais ça parle beaucoup, effectivement c'est vraiment une voix qui se déroule et à laquelle que des images vont venir rencontrer. Et en fait, je voulais te demander justement comment ce geste est venu. Est-ce que tu as donc d'abord eu cette voix et tu t'es dit, bon, maintenant il faut trouver des images comment ça s'est passé, comment tu as géré ça, surtout que effectivement la voix off, ça peut très vite être un handicap, ça peut des fois être très bien utilisé, mais on connaît en cinéma que des fois la voix off, ça peut être un peu un terrain glissant. Ouais. Non, ce projet a commencé à travers la voix de Vakuf pour moi, même avant de vouloir en faire un film. Donc c'est une personne que j'ai écoutée, qui m'a appris beaucoup de choses sur lui-même et sur les Kurdes en général. Donc, je suis très reconnaissante pour ça. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai écouté cette histoire. Je crois qu'il m'en a parlé la première fois que j'ai entendu parler. C'était peut-être en 2014 déjà, en fait. Et donc, je n'avais pas entendu parler de tous les éléments qu'on a abordé dans le film, mais en tout cas, la torture, je me rappelle qu'il m'en avait déjà parlé en 2014. Donc, il y a eu tout ce processus aussi, et ce luxe, en fait, que je me suis permise de juste passer du temps à le connaître. Et je crois que c'est, même pour les Açores, j'ai très peu tourné au final, et c'est peut-être pour ça que c'était aussi un processus un peu difficile, parce que je devais tourner pour mon diplôme, mais au final, j'avais passé plus de temps... juste à voyager là-bas depuis Lisbonne et puis parler aux gens et de vivre avec les gens. Et donc, je dirais, c'est pas toujours possible dans notre pratique de vraiment prendre le temps. Mais le temps, ouais, c'est très important. C'est un luxe et je crois que ça se ressent dans le produit final. Je dis le produit, mais c'est pas un product, je sais pas. Donc oui, alors la voix, en fait, je crois que ça s'entend aussi. Peut-être pas forcément... Je sais que les personnes qui font du design elles le remarquent assez rapidement, parce que j'ai eu cette question. Mais en fait, la voix off de Vakuf, notamment, elle n'a pas été enregistrée d'un coup. Elle a été enregistrée sur plusieurs années. Et il y avait notamment un enregistrement dont la qualité était vraiment mauvaise, mais que j'ai décidé de garder, parce que c'était la première fois qu'il m'a parlé de Asso. Et donc, Asso, c'est son premier amour. Et il y avait une sorte d'émotion que... J'ai essayé de lui... Je lui ai demandé de le redire, en fait, quand on s'est rapproché de la version finale, parce que l'enregistrement lui-même n'était pas très bon. Et je n'ai pas retrouvé la même émotion, donc j'ai décidé de garder cet enregistrement-là. Et... voilà, c'est une sorte de collage aussi de cette histoire qu'il m'a racontée sur plusieurs années. Après, je dirais qu'il ne s'est pas non plus... Il n'y a pas eu trop de changements non plus. Et j'aurais été OK avec ça. J'aurais accepté le fait que la manière dont on se souvient peut aussi évoluer au cours du temps. Mais il a resté assez constant dans ce qu'il me disait. Donc voilà, mais c'était pas facile, c'est pas facile. Aussi parce que c'est une personne qui dit tellement de choses intéressantes que c'est très difficile de sélectionner quelle partie je voulais raconter au final, parce que l'histoire, elle est bien plus intéressante et bien plus riche que ce qu'on a sélectionné pour ce court-métrage au final. Parfait. Est-ce qu'on va terminer peut-être cette entrevue par un... si tu as une question, Lily ? Non. Sur, parce qu'on a beaucoup parlé de politique, Quoi de cinéma. Et comment toi tu fais du cinéma aujourd'hui ? Comment ça s'inscrit dans ta pratique politique ? Et est-ce que c'est possible de faire du cinéma aujourd'hui ? Oui, manifestement, mais comment ça s'inscrit, cette pratique artistique ? C'est une question que je me pose aussi très souvent.
Et je ne suis pas sûre de pouvoir y répondre encore. Je suis encore en train de chercher ma propre voie, je dirais, dans tout ça, parce que je crois qu'il y a eu une sorte de... Il y a eu plusieurs désillusions aussi politiques et artistiques, notamment, évidemment, avec tout ce qui s'est passé. Je crois que en Palestine et le génocide, je crois que ça a révélé en fait de gros problèmes qu'on avait aussi, et de grosses hypocrisies, des problèmes politiques qu'on a dans le milieu artistique. Et donc, j'ai une sorte ouais, j'ai traversé une période aussi où j'ai questionné aussi ma propre place dans ce milieu et des compromis que je pourrais faire ou pas, que je serais prête à faire. Je crois qu'il y en a très peu au final. Donc, je crois qu'aussi, une chose dont je me suis rendu compte grâce aux Palestiniens et aux Palestiniennes, c'est que pour moi, en fait, je croyais que le cinéma, je croyais que c'était tout ce qu'il y avait dans ma vie. Donc, j'ai vraiment dédié ces dernières années de ma vie au cinéma. Et j'adore, ça me passionne. Mais au final, je me suis rendu compte que c'était très secondaire aussi et qu'il y avait des choses plus importantes. Et donc, j'ai vu beaucoup de gens, par exemple, des artistes incroyables qui ont vraiment... qui ont boycotté, par exemple, et qui ont refusé des opportunités dont ces artistes avaient besoin, en fait, qui auraient vraiment pu les aider financièrement, parce que, voilà, beaucoup d'entre nous sont précaires. J'ai aussi remarqué que c'est souvent les personnes les plus précaires qui refusent aussi ces opportunités et qui boycottent. Et je crois que ça me fait remettre en question beaucoup de choses. Et je sais pas si, comme je vous l'ai dit, en fait, en ce moment, moi, j'ai séparé la politique de l'artistique et de l'académique, en fait. C'est 3 choses différentes et je sais pas dans quelle mesure ce sont des choses compatibles, en fait. Voilà. Et donc, pour moi, en ce moment, ça serait clairement... la politique, c'est plus important. Quand je dis politique, c'est vraiment... c'est très basique, en fait, au final. Mais c'est juste de s'assurer qu'on vive dans un monde un peu plus égalitaire et un peu plus juste. Et donc, voilà, c'est très... Et le cinéma et l'académie, ça peut être des moyens très forts, peut-être, d'exprimer certaines choses, mais ça reste des milieux qui sont un petit peu encore trop... déconnecté en fait de la politique en elle-même. Et voilà. Et la Palestine, je trouve la Palestine a vraiment mis en lumière ce problème. Donc voilà, je suis désolée, j'ai pas vraiment une réponse. Je me questionne moi-même en fait sur c'est des questions existentielles aussi. Je pense que personne n'a de réponse. C'est un peu une question piège, effectivement. Personne n'a de réponse et c'est même très intéressant d'avoir un état des lieux de tes réflexions, en fait. Mais c'est très important. Ce que tu dis sur l'hypocrisie de l'Occident, surtout, qu'on la voit au jour le jour se développer. Et je pense qu'aussi... Emmanuel Macron nous fait des beaux exemples à peu près toutes les semaines, d'ailleurs. Mais je pense qu'on vit aussi une crise de l'image qu'on ne saisit pas encore. On en parlait la dernière fois... quand on a fait notre top de l'année, avec les images qu'on reçoit de la Palestine, en fait, sur les réseaux sociaux qui sont je pense qu'on ne prend pas la mesure, en fait, encore de qu'est-ce que c'est ces images et qu'est-ce que ça nous fait. Et peut-être qu'on pourra le faire dans plusieurs années, je pense. C'est effrayant, ouais, c'est vraiment effrayant, ce rapport. Les premières images qu'on a reçues, je faisais des cauchemars sans cesse. J'étais dans un état... Et j'ai pas voulu m'y habituer. Donc, il y avait aussi ce discours aussi dans les milieux activistes par rapport à ça. Il faut pas s'habituer, il faut continuer. Mais je crois qu'il y a aussi psychologiquement, je sais pas dans quelle mesure j'aurais pu rester dans cet état et toujours, je sais pas, pouvoir fonctionner un minimum aussi au jour le jour. Mais en même temps, je veux pas m'habituer non plus. Donc, ce rapport à l'image, ouais. Et je crois que voilà, il y a une grosse désillusion et un gros manque de confiance par rapport à des personnes qui nous entourent aussi. Et ça fait peur. Ouais, je te rejoins là-dessus. Je trouve ça effrayant. Et je crois qu'il va y avoir aussi maintenant, il y a un cessez-le-feu. Je ne sais pas jusqu'à quand, je ne sais pas comment. Je ne leur fais pas confiance non plus. Mais
j'ai l'impression qu'il va y avoir aussi une sorte de rapport mensonger à tout ça, où les personnes qui ont contribué en fait à cette situation, elles vont vouloir réécrire l'histoire en fait, l'histoire qui vient de se dérouler, qui se déroule encore. Donc, je sais pas, ouais, je sais pas, ce rapport à l'image, il m'inquiète aussi. C'était un des plus grands massacres de journalistes aussi de l'histoire. Donc, on veut empêcher les gens de voir ce qui se passe là-bas. Il y a aussi ça qui a été fait. Et moi, je sais pas quoi en faire de cette info, j'en ai déjà parlé, mais c'est qu'on voit sur les réseaux sociaux où on voit des mèmes ou des trucs comme ça qui sont mélangés à des images de Palestiniens pour attirer notre attention. Et la première fois que j'ai vu ça, mais ça m'a... Dans mon cerveau, il y a un truc qui s'est passé, mais c'est à la fois c'est d'un cynisme, mais en même temps c'est un pur appel à l'aide. Vous n'êtes même pas capable de... Je sais pas, ça vient te toucher à un endroit qui est vraiment... un peu comme tu disais, en fait, ça vient aussi mettre en lumière... notre rapport aux images, surtout via les réseaux, de tout d'un coup faire, regardez, est-ce qu'on arrive vraiment à banaliser ça en le balançant sans cesse sur les réseaux sociaux ? Moi, je pense pas, mais... Moi, genre, pour que tu t'intéresses à moi, il faut que je te mette un mème avant, pour que genre, je sais pas, le jour, et j'arrive toujours pas à savoir quoi faire de cette information-là. De point le plus bas, vraiment, pour moi, c'était vraiment un point, on est arrivé bas, quoi. C'est que la souffrance n'intéresse pas. Et je crois que ça rejoint aussi ce recul dont je mentionnais un petit peu avant. Je crois qu'on a besoin de... le sens immédiat, c'est que tout le monde aurait dû se soulever et qu'on aurait dû parvenir à stopper ça. Et c'est pas faute d'avoir essayé pour beaucoup, mais c'était pas... La réaction, en fait, elle n'est pas à la hauteur de l'horreur de ces images. Et moi, j'étais en Suisse, justement, quand ça a commencé. Et puis, ça me terrifie. Et je crois que c'est quelque chose qui est très... je sais pas, c'est assez particulier en Suisse, c'est ce rapport à l'image aussi, mais ce rapport au reste du monde, où j'ai l'impression que les personnes sont encore plus déconnectées du reste du monde qu'ailleurs. Donc, on est un peu dans cette bulle, cette petite bulle où il y a évidemment de la pauvreté, ce pays a ses propres problèmes, mais je crois que les Suisses sont très déconnectés de ce qui se passe ailleurs, et cette espèce de désintérêt aussi que j'ai rencontré chez plusieurs personnes, je crois que c'est traumatisant en fait, je crois que je suis encore traumatisée. Et peut-être... c'est l'une des raisons pour laquelle je suis ici, c'est qu'il y a au moins des gens intéressés qui s'intéressent ou qui essayent un minimum de s'intéresser. Je crois qu'on en a besoin. Après, il y en a aussi là-bas, je ne veux pas dire le contraire, mais il y a une sorte d'apathie là-bas qui m'a vraiment effrayée. Aussi parce que j'étais à Zurich, et donc Zurich qui est très influencé par nos amis, nos voisins d'Allemagne. Et... je me suis pas sentie en sécurité, en fait. C'est les derniers temps, donc voilà, malheureusement. C'est pas facile. Bon, et on espère que ça va, je sais pas si on espère des choses. On espère des choses un peu. Il faut continuer. Continuons. Tu sais, j'ai presque envie de finir avec, justement, c'est vous qui m'avez parlé de la poésie, mais la poésie, c'est le terme qui revient à chaque fois dans les Q&A de Vakuf, en fait, c'est à chaque fois... Et puis même avant qu'on fasse ce film, il me disait toujours moi, je veux que mon film il soit poétique, je veux transmettre la poésie, en fait, il disait. Et donc, je crois que c'est peut-être aussi un synonyme d'espoir dans ce cas-là. C'est beau, on espère la poésie. Voilà. Je finirai moi là-dessus. C'est vrai que dans ces moments où la bête... Comment on appelle ça ? C'est la bête... non. La bête immonde. La bête immonde, c'est ça, exactement. Merci. Revient. Il y a aussi, on s'est beaucoup rapproché de poètes, au fait, aussi. On a redécouvert dans l'espace public Aimé Césaire, Frantz Fanon, Audre Lorde, Yassine Kateb. Kateb Yassine, Mahmoud Darwish, qui est un poète palestinien. Qui sont réapparus aussi en même temps. Et la poésie revient, en fait, dans ces moments où on cherche la lumière. C'est vrai. Est-ce que... moi, j'ai toujours une question de fin qui est un peu déconnectée pour le coup du reste de l'entrevue, mais qui est un peu idéaliste, mais je me dis pourquoi pas. C'était si tu avais tous les moyens que tu voulais à disposition,
sans le contrôle d'éventuels producteuristes qui viendraient t'empêcher de faire des choses. Je rajoute ça. Et Elon Musk meurt et tu reçois tout son argent. Quel est donc... Oui, du coup, c'était pour faire un film. Mais quel serait ce film, ce projet? Est-ce que tu aurais une idée? Et je vais dire quelque chose qui va... J'ai peur que ça semble arrogant, en fait. Mais ça revient un peu à ce que je disais sur... en fait, le cinéma, c'est très secondaire. Et donc, cet argent, j'en ferai juste autre chose, en fait. Moi, j'aime bien cette réponse. Je suis surprise à chaque fois. C'était Mathieu Volko qui m'a dit « Je prendrai le temps ». Toi, tu m'as dit « Je ferai autre chose ». J'adore parce qu'elle part à chaque fois vers autre part. C'est très bien comme réponse. J'écoute aussi vos autres podcasts. Je vais rattraper aussi. J'ai du temps ce week-end. Et effectivement, donc vous posez cette question à chaque fin de... On a fait que 2 fois. Parce qu'on n'a pas que des cinéastes qu'on interviewe. Je suis très curieuse, donc c'est intéressant. Mais non, moi, je donnerai cet argent, j'en ferai autre chose. Je trouve que le cinéma, c'est secondaire. Très bien. Et on peut peut-être terminer par les recommandations culturelles. Oui. C'est ça qu'on fait maintenant. Le problème, c'est que je me souviens pas du titre exact. Prends le temps de oui, tu peux prendre le temps. Est-ce que je peux vite regarder alors voilà, ça s'appelle The Flowers Stand Silently. The Flowers Stand Silently Witnessing de Theo Panagopoulos. Et c'est un film justement qui questionne notre rapport aux archives et en particulier les archives qu'on a de la Palestine et des Palestiniens et Palestiniennes. Et je ne veux pas en dire trop parce que c'est un film qui va avoir sa première, je crois, qui a déjà eu sa première, mais qui va être montré à Sundance à la fin de ce mois-ci et qui va beaucoup voyager, j'imagine, dans le circuit des festivals. Et donc, j'encourage tout le monde à le regarder parce qu'il est incroyable. C'est un très, très bon film. Super, merci beaucoup. Moi, vu qu'on a beaucoup parlé de la Suisse, je vais conseiller un média indépendant suisse qui s'appelle C'est Réel, et notamment une vidéo qu'ils ont sortie il y a 2 semaines qui s'appelle La meilleure démocratie du monde, point d'interrogation, et en fait qui a invité, il y a un professeur à l'université, un membre du parti communiste et une élue de Renan, qui est aussi, je crois, du parti Pop, et qui réfléchissent comment en fait les outils démocratiques suisses échouent à en fait créer une démocratie et comment en fait ils ont été récupérés par la bourgeoisie et par la droite pour servir leurs intérêts. Et moi, je trouve que c'est très intéressant, de un, si on est suisse, d'un petit peu plus comprendre le système dans lequel on est, et de deux, si on n'est pas suisse, de rompre cette illusion qu'on a que la Suisse est une démocratie parfaite parce que les citoyennes votent. Parce que non, le vote, ça n'est pas parfait et qu'il y a des limites à ça. Donc voilà, je conseille beaucoup de regarder cette vidéo que je trouve très pertinente. Super. Et moi, j'avais une double reco parce qu'on a revu There Will Be Blood la semaine dernière, qui est un film que je n'avais pas vu depuis très longtemps. Et je pense que c'est devenu un de mes films préférés. Donc voilà, allez voir There Will Be Blood, même plusieurs fois. Et sinon, je vais enfin pouvoir faire ma reco musicale que je n'ai pas pu faire dans les derniers épisodes, qui est l'album de Jordi Grip. Donc moi, je n'aurais pas une reco politique, je m'excuse. Mais on est meilleur que toi. Effectivement. Donc c'est un album de rock, jazz, salsa. Wow. Ça se mélange tout, c'est bordélique à souhait. C'est vraiment exceptionnel. C'est un peu perturbant la première fois qu'on l'écoute, mais on s'y habitue très vite et c'est vraiment hyper riche, c'est hyper dansant. Et les paroles, écoutez les paroles parce que c'est n'importe quoi. Et c'est... Ouais, je vous laisse découvrir ce que c'est parce que... Ouais, tu l'as bien vendu en tout cas, je suis très curieuse là. Donc c'est A New Sound de Jordi Grip. Voilà. Et ce qui termine notre épisode. Oui. Donc merci beaucoup Aileen. Merci à vous, c'était difficile par moments mais très émouvant aussi parce que vous avez vraiment posé des questions que je dois me poser moi-même et que peut-être par manque de temps et d'opportunités des fois Ouais. Donc merci aussi de m'avoir donné le temps justement de réfléchir à tout ça. Avec plaisir, si ça peut être une plateforme pour ça, on est content. Et nous, on se retrouve dans 1 ou 2 semaines pour le prochain podcast critique. Est-ce qu'on annonce sur quoi c'est ? Oui, on peut, sur le film Personne n'y comprend rien, qui est le film qui retrace l'affaire Nicolas Sarkozy et Kadhafi. Exactement. Et salut à tous.